Et voilà la jolie Ludivine Oui, merci. en plein écran pour sa chronique santé spéciale. Rongeur, vas-y Ludivine, Oui. on n'écoute que toi. Rebonjour, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique santé. Alors pour être en lien avec Valérie, notre invitée d'aujourd'hui, j'ai voulu faire une chronique en fait sur comment bien choisir son nouvel animal de compagnie et en particulier donc un petit mammifère. Ce que je voudrais, c'est faire prendre conscience aux personnes en fait de l'importance de se renseigner sur les potentielles espèces qu'ils souhaiteraient adopter pour éviter justement d'avoir des surprises et que les refuges se retrouvent surchargés donc en animaux abandonnés parce qu'on les connaissait pas bien et finalement ils nous conviennent pas. Voilà. Donc choisir un nouvel animal de compagnie ne s'improvise pas. On oublie donc les coups de cœur à l'animalerie. Je pense que Valérie sera d'accord. Voilà. Là, je pense que déjà, elle est séduite. Là. Écoute. En effet, donc, chaque espèce donc, de NAC a ses propres exigences, mode de vie et ses propres besoins. Donc, il est important de se poser les bonnes questions avant de passer à l'adoption. D'accord. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte et pas mal de questions à se poser avant de se lancer donc, dans l'adoption. La première chose, c'est quelles sont vos attentes exactement ? C'est-à-dire, il vous faut d'abord définir ce que vous recherchez exactement. Est-ce que c'est un animal que vous souhaitez pouvoir câliner ou lier une relation avec lui, ou bien juste l'observer ? Est-ce que c'est un animal de compagnie pour vous-même, pour votre adolescent, pour vos enfants ? Voilà, ça va déjà être la première question vraiment à se poser. Et puis surtout la durée de vie qu'il faut prendre en compte. Voilà. Parce que c'est un engagement. Tout à fait. Ensuite, voilà, se renseigner en effet sur les durées de vie qui sont franchement très très différentes. Donc juste pour quelques exemples, le chinchilla par exemple va avoir une espérance de vie quand même entre 8 et 20 ans. D'accord. Donc oui, on s'engage quand même sur du très long terme. C'est beau. Hein. Voilà. Le hamster sera plutôt sur 2-3 ans. D'accord. Donc c'est pour ça, renseignez-vous bien pour savoir est-ce que vous avez la possibilité de vous engager sur cette durée. Également, sur les durées de vie courtes, sachez que voilà, votre animal, vous n'allez pas en profiter longtemps, donc il faut quand même le savoir avant aussi. Oui, tout à fait. Ensuite, de toute façon, on s'attache. Dans tous les cas. Ah oui. Moi, j'ai vu des propriétaires de rats qui avaient 2 ans, parce que l'espérance de vie du rat est en général est maximum jusqu'à 3 ans, à peu près, 3-4 ans. Effondrés au départ de leur rat, évidemment. Ensuite, votre mode de vie est le sien, du coup, celui de l'animal. Est-ce que vous allez être en adéquation ou pas ? Certains animaux sont même exclusivement d'ailleurs diurnes, d'autres crépusculaires, d'autres nocturnes. Est-ce que ça colle avec votre rythme de vie ? Sachez donc que pour les animaux diurnes, on aura donc chez les petits mammifères le lapin, le cochon d'Inde, l'octodon et le furet. Les crépusculaires, c'est le rat, la souris et la gerbille. Et les nocturnes, le chinchilla et le hamster. Les animaux crépusculaires... La roue. Voilà. Les animaux... La roue que tu démontes. C'est ça, pour pouvoir dormir la nuit. Je ne suis pas pour les roues, de toute façon. Et puis c'est pour ça aussi qu'on déconseille en fait, de les placer même dans les chambres. Enfin, après, pour d'autres raisons aussi, pour des raisons d'hygiène et sanitaires aussi, mais dans les chambres et dans les cuisines notamment. C'est surtout pour eux. Pour eux, mais bien sûr, pour tout ce qui est les vapeurs donc de produits nettoyants, le parfum, des choses comme ça. Ils sont très fragiles au niveau respiratoire la plupart du temps. Et en tout cas très sensibles au niveau respiratoire. Donc c'est pour ça aussi que l'emplacement, ça on en parlera un petit peu après, mais est vraiment à bien réfléchir aussi. D'accord. Voilà. Sachez que donc, pour les animaux crépusculaires, que sont donc, le rat, la souris, la gerbille, ils auront quand même tendance, eux, à adapter leur rythme de vie à leur propriétaire, surtout si leur propriétaire s'en occupe beaucoup. Voilà. Donc eux vont vraiment se caler quand même sur le rythme de leur propriétaire. Ensuite, donc, ce qu'on évoquait juste avant avec Valérie, donc l'espace prévu pour l'accueillir. De quel espace on dispose exactement déjà ? Et donc, en effet, de se renseigner sur les besoins des animaux. Le lapin, par exemple, on privilégiera la vie en liberté. Alors, pour plein de raisons aussi, je vais revenir après. Ça, tu le dis souvent. Hein. Moi, c'est interdit, les adoptions en cage. Pour moi, c'est interdit. C'est que de la liberté ou de la semi-liberté. Hein. D'accord. Mais pas de cage. Et pour les autres petits rongeurs, malgré tout, après, partez toujours sur le plus d'espace possible. Parce que dans tous les cas, ils ont besoin de gambader, de se dépenser, de jouer. Donc même un hamster qui est en effet de très petite taille, ça va être le plus petit de tous, aura besoin d'espace vraiment pour se dépenser. 80 ça, cm. Ouais, voilà, tout à fait. Donc après, en effet, en fonction, mais il est bien évident que si vous avez un studio ou une grande villa avec un jardin, vous ne pourrez pas en effet adopter les mêmes animaux non plus, évidemment.
Donc ça, c'était donc concernant donc l'espace de vie. Après, ayez conscience aussi qu'en fonction des espèces, par rapport, si vous voulez, à leur vie dans leur milieu naturel, certains animaux auront besoin plutôt d'espaces planes et d'autres d'espaces à étages. Voilà. Donc par exemple, tout ce qui est donc rat, souris, chinchilla, octodon, hamster et furet, il faut prévoir des cages type volière, enfin vraiment avec des espaces en hauteur qui puissent grimper. Pour le furet, il faudra différents étages pour qu'il puisse aller se reposer d'un côté, jouer de l'autre. Ça, c'est très important. Ensuite, la cage, elle doit être placée, donc là aussi, on va bien calculer où est-ce qu'on va la mettre. Donc dans un endroit calme, sans appareil, sans Wi-Fi, choses comme ça à proximité. Surtout pas dans les courants d'air. Afin donc de les préserver justement au niveau de leur sensibilité respiratoire. Non exposés aux rayons directs du soleil, c'est très important aussi. Surélevés dans les habitations qui ont un chauffage au sol. Et sans facteur irritant, c'est pour ça qu'on va éviter les cuisines par exemple, donc sans facteur irritant donc pour les voies respiratoires et oculaires. La fumée de cigarette, la poussière, les aérosols, les brumisateurs, les parfums, enfin toutes ces choses-là. D'accord. Tout ça, c'est irritant. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Également, je déconseille fortement les cages tout plastique où il va y avoir une très mauvaise ventilation de l'air. L'urine va très vite se transformer en ammoniac, ça va devenir très vite toxique pour l'animal qui vit dedans. Donc, concernant les cages, on privilégiera vraiment les cages avec le support en plastique et ensuite les barreaux métalliques sur le haut de la cage. D'accord. Voilà. Ensuite, on va prendre en compte la présence d'enfants. Sachez que les enfants, de toute façon, jusqu'à un certain âge, donc là aussi, on va être d'accord avec Valérie, avant 10 ans, on ne va certainement pas les laisser s'occuper tout seuls de l'animal. Dans tous les cas, les parents ne pourront pas s'extraire de toute façon à la responsabilité qu'ils engagent vis-à-vis de l'animal et tout décharger sur l'enfant. Voilà. Il faudra lui montrer, lui apprendre que ce n'est pas une peluche, ce n'est pas parce que c'est une jolie petite boule de poils que c'est une peluche. Donc c'est un vrai être vivant dont il faut prendre soin, qui a ses fragilités. Donc ça, c'est vraiment là aussi, on a souvent le tort, c'est vrai, de prendre des petits rongeurs pour les enfants. C'est franchement pas la meilleure des options. Voilà. Et puis il faut être impliqué vraiment dans cette démarche avec l'enfant de toute façon. Voilà, il faut surtout être un parent responsable et se dire que voilà, tout à fait. Les enfants, j'ai avalé le chat moi. J'ai du mal. Non, je voulais dire que simplement, les enfants sont souvent le déclencheur de l'achat intempestif. Oui. Et après, oh maman, ça pue, et maman, voilà. Et puis après, alors soit on tombe sur des parents compréhensifs qui aiment les bêtes, et à ce moment-là, c'est les parents qui prennent le relais pour nettoyer, on va dire, pour l'entretien. Soit on tombe sur des parents qui s'en foutent et l'animal, il finit abandonné, quoi. Il finit abandonné, voilà. Puis il se retrouve chez Valérie. Donc, comme c'est déjà complet, on va essayer de faire les choses bien. Voilà. Donc, il n'y a plus... C'est et ouais, non, mais c'est pour ça qu'il est vraiment important. Pas d'achat de compulsion. On se pose les bonnes questions. On a la chance aujourd'hui, notre génération, d'avoir Internet. On peut avoir une foule d'informations concernant chaque espèce. Aller sur les sites de vétérinaires, par exemple, beaucoup font des fiches sur les NAC et l'entretien, les besoins. Donc, oui, Valérie ? Je suis tombée sur des sites vétos. Ton micro, parle dans. Je suis tombée sur des sites vétos où ils donnaient de très mauvais conseils. Mauvaises informations. Ouais. Donc, après, il faut toujours garder son esprit critique et recouper les infos. Pain, tout ça, Non, et je l'ai vu, ça. C'est pour ça. Donc, il faut faire attention aussi. Après, il y a des cliniques spécialisées NAC. Oui, ça, oui. Voilà, vraiment spécialisées. Voilà. Parce que là aussi, si vous voulez, les vétérinaires ont quand même des formations complémentaires à partir du moment où ils travaillent sur les NAC. Et c'est important de s'orienter vers des vétérinaires justement spécialisés NAC. Ah oui, voilà. ça, c'est le mieux. Après, ils sont comme tout le monde, les vétérinaires, ils ne peuvent pas tout savoir sur tout. Donc, orientez-vous vers des vétos spécialisés. Voilà. D'accord. En France, il y a monsieur, je n'écorche pas son nom, je crois, mais monsieur Buisseau, qui a un site internet, qui a une clinique, qui travaille que sur les NAC. Là, on pourra avoir des informations, je pense, beaucoup plus de qualité. D'accord. Pensez aux allergies aussi. Oui, si des personnes dans la famille souffrent d'allergies, les petits rongeurs peuvent être allergisants pour les personnes qui en souffrent déjà en plus. Donc ça aussi, c'est en prendre en compte. Faites vraiment un acte responsable en essayant vraiment de prendre en compte un maximum de paramètres. D'accord. Et comment sait-on qu'on est allergique ? C'est des éternuements, c'est des... Ah oui, après, principalement... les éternuements, les yeux qui piquent, qui grattent, qui coulent. En général, les gens allergiques le savent déjà. Après, on peut développer aussi j'ai une allergie. Des abandons suite à des allergies, mais des vrais, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent cette excuse pour abandonner. Ouais. Moi, j'ai eu le cas d'un monsieur qui est venu en pleurant
pour abandonner son cochon d'Inde à l'assaut parce que son enfant était allergique. Ouais. Il est venu avec le certificat du médecin pour me prouver, mais je le voyais très bien, Que l'enfant... mais il m'a prouvé avec le certificat médical que l'enfant était bien allergique au cochon d'Inde, par exemple. Ouais, voilà, c'est pour ça que tous ces paramètres-là, il faut vraiment les prendre en compte avant de passer à l'acte d'adopter, quoi. Voilà. Et ensuite, alors renseignez-vous. Alors là, je vais vous donner une liste, alors non exhaustive, mais de petits détails si vous voulez, mais pour vous faire comprendre que renseignez-vous vraiment sur leurs particularités. Voilà, on ne peut pas mettre tous les rongeurs dans la même case. Ils ont chacun leur petit signe distinctif, leur petite particularité. Là aussi, une fois que vous avez cheminé dans votre réflexion et que vous vous êtes arrêté sur éventuellement une ou deux espèces, creusez un petit peu plus. Alors, de manière donc non exhaustive, déjà, juste concernant les régimes alimentaires, déjà. Chez les herbivores, on aura donc le lapin, le cochon d'Inde, l'octodon, le chinchilla. Par exemple, le cochon d'Inde, une supplémentation en vitamine C est obligatoire. Ouais. Ça, c'est indispensable. On ne le devine pas. Donc, il est comme nous, il ne synthétise pas la vitamine C, le cochon d'Inde. Donc, il faut lui en donner régulièrement, enfin tous les jours. Le plus simple, c'est lui mettre directement dans la bouche, parce qu'en plus, elle se dégrade au soleil. Donc, éviter les nourritures enrichies en vitamine C. Donc, Mika, pas en transfusion. Non, mais voilà, c'est indispensable pour son équilibre. Voilà. Enfin, pas Mika, pour le cochon d'Inde. Donc, pour les omnivores. Alors, les omnivores, on a donc le hamster, la gerbille, le rat et la souris. Ouais. Sachez que le hamster, par exemple, va avoir pas mal tendance à faire des réserves. Alors, il stocke d'abord dans ses abat-joues, ensuite, il va faire des réserves. Pensez à vérifier régulièrement, quand même, les réserves, qu'il ne se retrouve pas à manger des graines rances, qui seraient quand même assez toxiques pour lui. D'accord. Voilà. Le carnivore, c'est le furet. Donc là, c'est le seul carnivore de la bande. Certains sont à vacciner. Donc, comme le lapin, donc, Valérie en parlait, myxomatose et VHD. Le furet, contre la maladie de Carré et la rage. Voilà. Ouais. Ensuite, vous allez avoir C'est obligatoire la rage pour le furet ? Ou c'est comme pour le chien ? C'est comme pour le chien, le chat. D'accord. Voilà. Par contre, à partir du moment où vous souhaitez voyager avec le furet, il me semble bien aussi, vous rentrez dans les campings, il faudra qu'il soit vacciné contre la rage, avec le passeport et l'identification, comme pour le chien ou le chat. Très bien. Voilà. Les herbivores et les omnivores aussi d'ailleurs ont les dents qui poussent en continu. Chez les omnivores, il y a assez peu de problèmes dentaires. Par contre, chez les herbivores, ça peut être fréquent s'ils n'ont pas de quoi ronger suffisamment. C'est aussi pour cette raison que le foin est vraiment la part la plus importante de leur ration. Alors aussi bien pour les apports protéiques et glucidiques, mais aussi pour l'usure des dents. D'accord. Ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un lapin ou un cochon d'Inde va s'user les dents en leur donnant des morceaux de bois. Non, c'est pas le bois, c'est le foin et les légumes verts, parce qu'ils contiennent de la silice et c'est ça avec le frottement que tu uses les dents. C'est pas de ronger un bout de bois. D'accord, oui. C'est pas comme les chiens avec un onos, quoi. Voilà, c'est pas des castors. Voilà. C'est vraiment énormément lié à l'alimentation de toute façon. Et c'est vrai qu'on voit en clinique parfois des lapins avec une dentition dans un état, mais le lapin ne peut plus manger, quoi. Les propriétaires d'ailleurs ne savent pas trop ce qui arrive au lapin et constatent souvent. Les malocclusions, il y en a fréquemment. Voilà, ça fait des ponts, ça fait des dents qui sortent, c'est une horreur. Ça doit être en plus très douloureux pour le coup. Mais, autre petite particularité, par exemple, le chinchilla. On n'attrape pas un chinchilla par la peau du dos. Sinon, les poils risquent de vous rester dans la main, ils ne repousseront plus. D'accord. La même chose, par exemple, pour le rat. On n'attrapera pas le rat par l'extrémité de la queue. Il y a un risque d'autotomie, donc c'est une amputation volontaire. Là aussi, la queue ne repoussera pas, par exemple. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous faire prendre conscience, vraiment. Il faut être informé, il faut se renseigner, il faut adopter en étant responsable. Voilà, vraiment. Tout à fait. Voilà. Merci Ludivine pour cette chronique santé. Merci à tous.